viva! Viva! Progressiste, viva! Viva! Progressiste, viva! Viva! Mon patron. C'est pour mener la guerre à la pauvreté et aux inégalités. La corruption et les violences qui en sont les résultats bloquent le développement de notre pays. Si j'ai organisé la campagne d'Étienne Tshisekedi en 2011, c'est parce que je sais qu'il est possible de construire un Congo nouveau. Et que pour y arriver, nous devons restaurer la confiance des Congolais dans les institutions et les autorités publiques. Si nous avons créé le mouvement des progressistes, c'est pour arriver à un Big Bang politique pour tout changer en RDC. Tout changer signifie tourner la page d'un système politique qui tourne en rond et ne produit que pauvreté, corruption, concussion, inégalité et insécurité. C'est surtout changer pour toujours le regard d'un père et d'une mère sur ses enfants le matin. Si je suis candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que je sais comment changer ce regard par des réformes majeures des politiques publiques que nous avons préparées. La RDC est aujourd'hui un pays malade. Malade de la pauvreté, de l'insécurité, malade de la corruption. La corruption qui crée de la pauvreté et qui prive l'État des moyens de donner à la population l'accès à l'éducation, à la santé publique, à la formation professionnelle, à l'eau, à l'électricité, à un logement décent, au transport public, au crédit et au financement nécessaires pour créer de la richesse et des emplois. Notre programme de réforme a 3 grandes priorités. La première, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la transparence absolue des affaires publiques, parce que la corruption tue nos concitoyens et détruit les finances publiques et notre économie. La deuxième, les emplois et entreprises pour la jeunesse, parce qu'elle est le quotidien et l'avenir de notre nation. La troisième, enfin, l'aide financière aux familles, parce que l'alimentation, la santé et l'éducation de tous sont les conditions de notre développement durable. Les 5 grands chiffres de notre programme de réforme de changement pour tous sont les objectifs suivants à atteindre en 5 ans. 10 à 15 millions d'emplois créés, 1 milliard de dollars américains de fonds communautaires jeunesse et entreprises, 80 à 100 milliards de dollars américains de budget annuel, 400 à 500 milliards de dollars américains de produit national brut, et enfin 50 milliards de dollars américains de réserve dans le Fonds de développement durable de la RDC. Il repose sur 3 blocs de réforme et innovation de politique publique. Le changement pour tous, le financement du changement pour tous et les fondations du changement pour tous. Le changement pour tous, un nouveau contrat social. Pour une croissance durable, créatrice d'emplois, il faut que les richesses soient distribuées aux plus pauvres. Cela n'a jamais été fait au Congo et le résultat est une pauvreté massive qui frappe plus de 80% de nos compatriotes. C'est inacceptable et nous allons tout changer pour toutes et tous. Pour y arriver, il faut d'une part financer la redistribution par le redressement des finances publiques, grâce notamment à la mise en place d'un impôt unique, la flat tax, et à la modernisation en profondeur de notre infrastructure de finances publiques. Il faut d'autre part mettre en place les mécanismes de redistribution d'allocations sociales directes. Il faut aussi augmenter les salaires progressivement à un niveau compatible pour tous en 3 ans. Les innovations de ce nouveau pacte social sont notamment les suivantes. Sunga Libota, 100 $ par mois aux familles. Grâce à la multiplication des recettes budgétaires, nous allons mettre en place une allocation directe aux mamans de 100 $ par mois pour l'alimentation et l'éducation des enfants. Cette allocation, Sunga Libota, ira d'abord aux plus pauvres pour éradiquer l'extrême pauvreté et attaquer les inégalités sociales qui détruisent notre société. Sunga Libota sera mise en place sous le modèle de Bolsa Familia au Brésil et à l'exemple du Nigeria. Santé et éducation. Nous assurons la santé maternelle et infantile gratuite et l'éducation gratuite. La santé publique et l'école sont des droits des citoyens.
C'est dans les écoles que se construisent les capacités et mentalités qui font l'avenir de notre société et de notre souveraineté nationale. C'est aussi par les mutuelles de santé que l'État doit promouvoir et appuyer financièrement que nous assurons la santé publique. C'est ce que nous ferons grâce au redressement des finances publiques et à la transparence des affaires publiques. Le changement pour tous, c'est aussi la protection sociale. Nous réformerons la sécurité sociale pour assurer notamment des pensions de retraite décentes aux honorables travailleurs. Ce sont nos réformes de finances publiques et de contrôle des richesses nationales qui permettront de financer les allocations et prestations sociales pour tous. Énergie, eau, salubrité et logement social. L'accès de tous à l'eau potable et à l'énergie font partie du contrat social. On paye ses impôts parce que l'État assure la fourniture des services publics. Nous procéderons au partenariat public-privé pour la mise en concession et délégation de services publics, pour les déchets et leur valorisation, notamment la transformation en électricité des déchets. Enfin, un programme de construction de logements sociaux sera développé en zone urbaine en partenariat avec des entreprises privées, avec cofinancement privé, public, nationaux et internationaux pour fournir un logement décent et abordable aux familles. Allocation étudiant jusqu'à 150 $ par mois. Nous devons investir dans l'intelligence de la jeunesse. Il faut développer la formation professionnelle et fournir aux entreprises le capital humain dont elles ont besoin. Pour y arriver, nous allons restaurer les bourses d'études par une allocation aux étudiants de 100 $ par mois et 150 $ par mois dans les filières de formation professionnelle et essentielles au développement économique. 250 $ de salaire minimum pour tous. En 5 ans, nous arriverons à un salaire minimum de 250 $ pour tous les agents de l'État. Cela concerne la santé, l'éducation, l'armée, la police et toutes les administrations. C'est une mesure de justice sociale et de redistribution de richesses. C'est aussi une mesure de lutte contre la corruption et les tracasseries policières et fiscales, qui gangrènent notre économie et le quotidien des Congolais. Car avec 40 ou 80 $ de salaire, corruption, détournement et tracasseries deviennent le gagne-pain des agents de l'État. Le financement du changement pour tous. Comment financer tout ça? C'est le redressement des finances publiques qui permettra de financer les changements pour tous. Nous allons rebâtir notre infrastructure de finances publiques. D'une part, par des réformes profondes et innovantes de notre fiscalité et des douanes. D'autre part, par des mesures de transparence qui ont fait leur preuve dans la lutte anticorruption. Des actions fortes seront prises pour développer et accélérer le décollage de l'agriculture et l'agroalimentaire, ainsi que les projets d'entreprise de la jeunesse. La dynamique de réforme inédite que nous allons mettre en place, conjuguée aux mesures de transparence des affaires publiques, créeront un nouveau climat d'investissement pour attirer les capitaux privés nationaux et étrangers. Nous allons ainsi libérer le potentiel de notre économie, aujourd'hui étranglée par un système anachronique et inadapté. La création des capacités accrues de financement du changement pour tous passeront notamment par les actions, mesures et réformes suivantes. Fiscalité, douane et infrastructures de finances publiques. Les finances publiques sont le nerf de la guerre contre la pauvreté et les inégalités. Pour assurer la mobilisation accrue des ressources, nous prendrons des mesures radicales et innovantes pour simplifier la fiscalité, la parafiscalité ainsi que les droits de douane. La flat tax, un taux unique d'imposition à 10%. Trop d'impôts tue l'impôt. Des impôts trop compliqués détruisent les finances publiques et les emplois. Nous avons besoin d'une fiscalité juste, lisible, simple, facile à payer et à collecter, et surtout d'éliminer la corruption et les tracasseries. Ce n'est pas une taxe unique, mais un taux unique de taxation à 10%. Le but est d'élargir l'assiette fiscale, aujourd'hui très réduite, pour augmenter les recettes. La flat tax nous permettra d'arriver en 3 ans à un budget annuel de 25 à 40 milliards de dollars et de 80 à 100 milliards de dollars annuels en 5 ans. Grâce à cette fiscalité simple et abordable,
nous allons réduire le secteur informel de 50%, chasser la fraude et la corruption et multiplier les moyens de l'État. L'île Maurice, le Ghana, le Togo et la Russie ont augmenté leurs recettes fiscales de 80 à 150% grâce à la flat tax. Il y a des années, l'Angleterre a multiplié par 7 ses recettes fiscales grâce à ce système. En démontrant notre capacité à mobiliser nos ressources nationales, nous retrouverons aussi une capacité d'emprunt sur les marchés internationaux. Pour faciliter le recouvrement et augmenter les recettes, la collecte et le paiement électronique de l'impôt seront organisés par la mise en place de l'e-administration généralisée. Par ailleurs, nous réintroduirons le franc fiscal avec la parité d'un franc fiscal pour $1 américain au taux du jour, afin de garantir le terme réel des droits et taxes dus à l'État. La réforme des douanes, le commerce pour tous. La douane sera donc réformée pour être simplifiée, moins coûteuse, accessible à tous, pour réduire la contrebande et faciliter le commerce. Aujourd'hui, parce que la douane est trop chère et corrompue, l'essentiel du commerce est fait en contrebande. 11 mesures de réforme et simplification seront appliquées à la douane pour que ce service public soit abordable et performant. Le résultat sera que les commerçants, grands ou petits, les industriels, les exploitations agricoles et services agroalimentaires pourront développer leurs activités. En allégeant et simplifiant les procédures et les taxes à la douane, nous allons augmenter le trafic commercial et du coup multiplier les recettes fiscales de l'État. Modernisation de l'infrastructure des finances publiques. Centralisée, pilotée et contrôlée. C'est l'infrastructure des finances publiques que l'on doit construire pour la rendre efficace, transparente, prévisible et incitative à l'investissement privé. Pour la collecte des recettes, les régies financières de l'État seront fusionnées en une autorité des revenus de l'État, y incluant la DGI, la DGRAD et la DGDA. Cela permettra d'assurer une meilleure gestion et un meilleur contrôle des recettes publiques à travers une comptabilité unique du trésor public. En conséquence de la mise en place de la flat tax, taux unique d'imposition, le calcul de l'impôt sera simplifié. L'essentiel du travail sera donc de vérifier la crédibilité et la véracité du revenu des entreprises. Le taux de 10% et le paiement par voie électronique mettront fin aux arrangements, tracasseries et détournements. Pour les dépenses publiques, nous allons reformer la direction du Trésor pour l'élever en direction générale et en faire une institution financière à part entière, assumant les fonctions de caissier, de comptable et de financier de l'État implantés dans toutes les provinces de la République. Ceci permettra de mieux canaliser les recettes, mieux contrôler et tracer les dépenses publiques. Le rôle de caissier de l'État sera donc retiré à la Banque centrale, qui devra se concentrer sur ses missions régaliennes de la banque des banques. L'État pourra ainsi compter sur sa banque centrale, son trésor public et les autres institutions financières pour financer le développement du pays. Avec rigueur et discipline, responsabilité et transparence, nous conduirons une politique budgétaire de relance par le recours responsable au déficit budgétaire, par l'emprunt national et international pour financer les grands projets d'investissement de l'État et des mesures de redistribution, qui permettront d'une part d'accélérer la croissance économique et d'autre part à alimenter les finances publiques. Pour renforcer le contrôle des dépenses et paiements, nous introduirons la technologie blockchain dans l'administration des finances publiques qui permet la traçabilité totale de tous les fonds publics. Le Fonds de développement durable RDC. Ce fonds sera financé notamment par une partie des revenus de l'exploitation de ressources naturelles minières, ainsi que par la mobilisation des financements internationaux contre le changement climatique. En effet, la RDC, avec 45 millions d'hectares de forêt et 96 500 km² de tourbières, est le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie. Le pays doit valoriser ce patrimoine environnemental à travers l'émergence d'une économie verte. L'introduction des plateformes obligatoires de transaction de minerais contribuera aussi à la capitalisation du fonds.
Ce fonds de développement durable sera co-géré par l'État et des partenaires institutionnels internationaux, privés et publics. Ainsi, la régularité de ces opérations sera soumise au contrôle parlementaire et la surveillance étroite de la Haute Autorité de transparence des affaires publiques. En plaçant ces revenus sur les marchés internationaux, en investissant dans notre économie et nos entreprises, et en faisant appel aux investisseurs internationaux, nous visons une capitalisation de 50 milliards de dollars en 5 ans. La diversification de l'économie et la création des emplois. Le développement économique et social recherché passe nécessairement par la diversification de l'économie, aujourd'hui très vulnérable et dépendante du secteur minier. Nous devons créer des richesses qui, à leur tour, vont créer des emplois et des recettes publiques à redistribuer. C'est la logique DMR, qui veut que la diversification de l'économie permette la mobilisation des ressources nationales, qui permet à son tour la redistribution des richesses à la population. L'objectif du changement pour tous est la création de 10 à 15 millions d'emplois en 5 ans, selon la vitesse et l'impact des réformes. Cette diversification par l'appui à l'initiative privée visera d'abord l'agriculture, l'agro-industrie et les services connexes à l'agroalimentaire. Ensuite, elle visera les projets d'entreprise de la jeunesse, ainsi que l'exploitation et la transformation de nos ressources minières. L'agriculture et l'agro-industrie. C'est le secteur qui créera le plus d'emplois, avec la production, la transformation et tous les services dont ce secteur a besoin, notamment les infrastructures, la logistique, l'énergie et la distribution. Il y a là un enjeu social important, car plus de 60% de notre population vit en zone rurale. Il y a aussi un enjeu de souveraineté nationale qui tient à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire. Les actions suivantes seront menées. Une caisse de crédit agricole sera créée pour prêter à très bas taux aux exploitations familiales et coopératives agricoles. Cela leur permettra de s'équiper en énergie et en moyens mécaniques. Dans un premier temps, 250 millions de dollars de fonds publics seront affectés à cette caisse de crédit agricole. Les rénovations et créations d'infrastructures de transport seront faites avec des financements publics privés. C'est essentiel pour la production et la distribution des produits agricoles à travers tout le pays. Ces investissements porteront sur la construction et la rénovation des routes nationales, des voies de desserte locales, les fleuves et rivières, les ports et les aéroports. Ces infrastructures seront mises en concession pour le financement des investissements et l'exploitation par les entreprises privées. Ces partenariats publics-privés permettront d'économiser les fonds publics qui seront concentrés sur les infrastructures essentielles que les entreprises ne peuvent pas prendre en concession. Un fonds communautaire jeunesse-entreprise. L'une des priorités en matière économique est la jeunesse. Un fonds communautaire entreprise-jeunesse sera donc créé et doté de 250 millions de dollars. Des prêts d'honneur seront attribués aux projets d'entreprise portés par les jeunes d'un montant de 5 000 à 50 000 dollars. Un délai de grâce de 6 mois sera accordé avant le remboursement des échéances. Les investisseurs publics et privés, nationaux et internationaux, seront appelés à contribuer pour atteindre une capacité financière de 1 milliard de dollars. Ces prêts seront attribués aux projets sélectionnés avec le secteur privé, les entreprises et réseaux de dirigeants de petites et moyennes entreprises locales. Aucune restriction de domaine d'activité n'est prévue. Les ressources minières. Pour éradiquer la fraude et la contrebande, une plateforme électronique de déclaration des transactions sera mise en place pour contrôler la production et l'exportation des minerais et prélever les recettes légitimes de l'État. En vue de financer la santé publique, l'éducation, la sécurité, le logement social et la justice. La création d'activités de transformation des matières premières sera encouragée et appuyée par un meilleur accès au crédit, notamment pour les mines et raffineries d'or, de cuivre et de transformation du coltan et du cobalt pour augmenter la part de la valeur ajoutée congolaise et créer des emplois pour la jeunesse. Nous visons dans les 5 ans
la fabrication de téléphones portables et batteries de voitures électriques au Congo pour les marchés africains et mondiaux, et ce, avec l'appui des investisseurs internationaux. Les ressources minières seront exploitées sous la surveillance étroite des autorités indépendantes de transparence des affaires publiques. Un fonds d'intervention publique sera mis en place de 100 millions de dollars. Cela permettra aux entreprises minières et les services au secteur minier d'emprunter un bateau pour financer les équipements et matériels utiles au développement de leurs activités. Toute destruction de l'environnement, de nos forêts, la pollution des rivières, les dommages à la santé publique causés aux communautés locales seront poursuivis et sanctionnés sévèrement. Fondation du changement pour tous. Le changement pour tous est un nouveau contrat social. Le principe de ce contrat est simple. Je paye des impôts parce que l'État protège ma sécurité et me fournit des services publics. La première fondation du changement pour tous est la sécurité et la souveraineté. Sans cela, il n'y a pas de confiance ni de légitimité des autorités publiques. La deuxième, c'est l'état de droit et les institutions inclusives et transparentes, dans lesquelles personne n'est au-dessus de la loi et personne ne peut détourner des fonds publics et des richesses nationales sans être rapidement sanctionné. Sécurité et souveraineté. La sécurité est le premier des droits humains et le premier des devoirs de l'État. Elle se résume en la sécurité du territoire, des personnes et des biens. Le rôle de l'armée et des forces de sécurité est de protéger la population et nos richesses nationales. Si ce rôle n'est pas assuré, c'est la souveraineté nationale qui est en danger de mort. Il faut donc reformer l'armée, la police et les services de sécurité et leur donner les moyens d'assurer la protection du territoire, de la population et des richesses nationales, notamment nos ressources naturelles, notre environnement ainsi que les minerais de notre sous-sol. Les institutions inclusives. L'objectif est de renforcer la transparence et les contre-pouvoirs. Il s'agit d'une part de rétablir la confiance des Congolais dans les institutions et l'état de droit et leur permettre de participer activement aux affaires publiques et à l'économie du pays. Il s'agit d'autre part de restaurer la crédibilité internationale de l'État pour renouer les partenariats nécessaires avec les institutions financières internationales et redonner confiance aux investisseurs congolais et internationaux. Une haute autorité indépendante de la transparence des affaires publiques sera mise en place avec un parquet financier de magistrats indépendants du pouvoir exécutif chargé de poursuivre les affaires de corruption et de détournement de fonds publics et de récupérer par la coopération policière judiciaire internationale l'argent public détourné et caché à l'étranger. La Convention des Nations Unies contre la corruption sera mise en œuvre avec la formation des juges et l'assistance technique nécessaire. D'autre part, nous devons accélérer la mise en application de la loi portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, afin que tout citoyen puisse demander l'annulation d'une décision illégale des autorités publiques devant les tribunaux administratifs et les cours d'appel administratives qui seront effectivement mises en place dans toutes les provinces. Voilà pour l'essentiel, le programme de réforme qui amènera le changement pour tous au Congo. En 5 ans, en mettant en place cet ensemble de réformes, nous aurons gagné plusieurs batailles décisives contre la pauvreté, la corruption et les inégalités. La démocratisation, la croissance inclusive et la transparence des affaires publiques seront installées durablement. Le quotidien de chacune et chacun, le regard de la jeunesse et celui des parents sur leurs enfants aura changé durablement. Ce n'est pas une promesse, mais un engagement fondé sur des réformes précises et urgentes. Le changement pour tous, c'est l'expression de la solidarité nationale par la redistribution à tous et surtout aux plus pauvres. C'est possible et réalisable avec une démocratisation durable et un développement économique solide, accéléré par des mécanismes institutionnels d'anticorruption pour la transparence et l'égalité des chances pour tous. C'est le défi du changement pour tous que nous allons réussir ensemble. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie pour votre aimable attention et me tiens disposé à des éventuelles questions. À titre d'exemple,
l'arrivée de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa. Mais j'ai vu jusqu'à des insultes sur les réseaux sociaux venant des militants se disant de l'opposition. J'ai lu encore dans un journal ce matin la déclaration d'un acteur politique qui déclare « Je ne supporterai que le candidat de mon parti politique ». J'évite de citer les noms ici. Mais avec des positions pareilles, je me pose la question effectivement, si nous arrivons à une candidature unique. Ce qui est de ma part, je veux vraiment de tout cœur arriver à un candidat commun de l'opposition. Rendre possible ce qui est nécessaire. Il faut que les élections soient crédibles. Elles doivent aussi être apaisées, mais elles doivent aussi être inclusives. Vous avez parlé de la question de la machine à voter. La machine à voter pose réellement un problème. Sur le plan légal, c'est une machine électronique, bien qu'on l'appelle juste machine à voter, ou qu'on essaie de faire croire que c'est une imprimante, c'est vraiment une machine électronique. Parce que cette machine, à la fin du vote, doit transférer les résultats à une centrale. Comment va-t-elle transférer ces résultats? Électroniquement. Il y a un modem forcément dans cette machine. Mais comment peut-on prétendre que ce n'est pas une machine électronique? J'ai eu une discussion il y a de cela 6 ou 7 mois avec l'ambassadeur coréen. Je lui ai posé la question clairement, comment appelle-t-on cette machine en Corée? Il m'a répondu en anglais, Electronic Machine Vote. Donc c'est clair que c'est une machine électronique. Pour ce qui est du fichier électoral, la loi effectivement permet à ce qu'on puisse enrôler des électeurs sans empreinte. Mais de là à arriver à 7 millions ou 10 millions d'électeurs sans empreinte, comprenez qu'il y a un problème. Et donc cette deuxième question doit aussi être réglée. Il faudrait qu'il y ait des discussions entre les acteurs politiques et la CENI. Nous devons trouver un consensus. On ne peut pas aller aux élections avec autant de personnes qui se plaignent de la machine à voter ou encore du fichier électoral. C'est un problème qui doit être absolument réglé. Si nous avons eu des élections, et juste après nous avons eu une guerre dans cette ville, il y a eu des morts. En 2011, nous avons eu des élections, mais il y a eu aussi beaucoup de morts. Nous n'allons pas continuer comme ça. Le président Kabila a pris une sage décision en décidant de respecter la Constitution et ne pas se représenter aux élections. Maintenant, c'est une question de choix qu'il faut faire. Soit d'appliquer la loi ou le droit dans toute sa rigueur, mais vous savez, le droit, c'est une question d'interprétation. Le juge et l'avocat n'ont jamais la même interprétation de la loi. Soit nous devons plutôt mettre en avant la paix, la cohésion nationale et donc l'inclusion. Après avoir pris une décision, la décision de ne pas se représenter, je pense qu'il doit continuer dans le même sens en privilégiant cette paix, cette cohésion nationale et donc l'inclusivité. Pour que les élections soient crédibles, non contestées et apaisées. Nous avons des exemples qui se passent dans d'autres pays d'Afrique. Nous avons vu il y a une semaine, je crois, Madame Simone Kouago, qui vient d'être graciée. J'ai suivi ce matin le pasteur Toumi, qui parle au Congo Brazza, alors qu'il avait été condamné. Et il y en a plein qu'on pourrait encore donner. Et donc, privilégions la paix, la cohésion nationale et l'inclusivité. Avec des acteurs qui sont bien identifiés. Merci pour toutes ces questions. La question de l'insécurité, je l'ai dit dans mon exposé,
c'est le premier devoir de l'État. Donc cette question sera une question qui devra être étudiée en premier. Nous avons parlé de la réforme de l'armée, de la police et des services de sécurité. Nous avons aussi parlé des moyens qu'il faudrait donner à ces différents corps pour qu'ils puissent faire leur travail correctement. Mais aussi, sur le plan diplomatique, il faudra prendre des contacts avec tous les pays limitrophes pour pouvoir discuter et prendre des positions communes pour arrêter toutes ces infiltrations qu'on vit au quotidien à travers nos frontières. Mais il faut aussi le dire, que tous ces problèmes, nous les avons aussi à cause de l'instabilité politique. Il y a eu un lourd contentieux depuis 2011 qui a empoisonné tout ce mandat. Et donc l'autorité de l'État se trouve affaiblie, faute de légitimité. Nous espérons qu'avec les prochaines élections, on pourra avoir des institutions légitimes qui pourront bénéficier de toute l'autorité nécessaire. Et des discussions devront être engagées avec toutes les populations locales dans les différentes provinces pour pouvoir comprendre quel est le véritable problème. Nous avons eu le problème, par exemple, avec la question de Kamanassa. J'avais trouvé un plan de sécurité qui avait été mis en place avec des policiers et des militaires qui avaient été envoyés dans la province pour essayer de ramener la calme. Mais nous avons dû mettre un plan politique de sortie de crise pour pouvoir régler le problème. Parce que tout ne se règle pas militairement ou avec les forces de sécurité. Il fallait dans un premier temps permettre à ce que le dialogue soit rétabli entre les autorités de la province et la population. Deuxièmement, il fallait permettre à la famille régnante qu'elle puisse se choisir un successeur. Troisièmement, il fallait promettre à la famille régnante qu'on allait leur restituer le corps du chef qui avait été tué pour leur permettre de faire leur deuil. Et quatrièmement, il fallait discuter avec les autorités locales, c'est-à-dire le chef coutumier, pour pouvoir obtenir un cessez-le-feu et qu'ils puissent parler à leur population pour qu'il n'y ait plus de troubles dans le Kasaï. Ça n'a pas complètement réglé le problème, mais ça a permis à ce que la densité de ces troubles puisse être revue à la baisse. Et donc, tous ces différents éléments que je viens de citer devront être pris en compte pour pouvoir ramener la quiétude dans notre pays. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.